Il y a 7 ans exactement, c'est-à-dire le 27 mars 2017, après maintes réflexions et devant ce que j'appelle un cas de conscience par rapport à ce qui m'a motivé et déterminé à entrer en politique, je m'étais retrouvé devant un véritable cas de conscience où j'avais à choisir entre la célébration des valeurs et des principes qui m'ont formé, qui m'ont vu naître et qui ont solidifié mes nerfs, mon squelette. J'avais à les célébrer ou j'avais à succomber, à les profaner pour simplement des avantages matériels, un peu d'argent et un peu de privilèges du pouvoir. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce qui marque une différence entre un homme et un animal, l'homme, c'est la capacité de se détacher du matériel pour vivre son statut de raison, de supériorité. Alors, je me disais, si je restais dans ce gouvernement, je n'aurais pas plus de valeur que l'âne. Parce que l'expression dit qu'il faut faire l'âne pour avoir du foin. Donc, ayant dépassé largement cette prison de la matérialité, j'ai pris le large, la liberté de mes convictions. Et j'ai dit à Patrice Talon que ce n'est pas ce qu'on a dit. Et j'aurai l'occasion, si la nature, la providence me donnait la vie et la santé, j'aurai l'occasion l'année prochaine et de sortir pour la première fois ma lettre et de permettre à tout le monde de voir les 3 objets pour lesquels il est important de quitter ce gouvernement et Patrice Talon, parce que j'ai fait le constat que non seulement Patrice Talon fait de l'imposture, il a largement menti à la population, il fait exactement le contraire de ce qu'il a dit qu'il va faire, et j'ai voulu lui dire que non, tout le monde ne peut pas se mettre à ses bottes, que tout le monde ne se chiffre pas ou ne se compte pas en termes d'argent, ou de CFA, ou de dollars et autres. Le thème central est ceci. Le code électoral de la nuit du 5 au 6 mars 2024, l'agenda électoral de 2026, 2 points. En l'état actuel des lois et des structures électorales, il est impossible que le Bénin connaisse une alternance politique par la voie des urnes. Autrement dit, si nous prenons le code électoral qui a été imposé de manière par une dérive législative le 5 et le 6 mars 2024 passé, et si nous mettons en perspective ce code tel qu'il est, avec l'agenda politique de 2026, il est manifestement impossible de croire à une alternance politique par la voie des urnes. Ce n'est pas possible. Comme moi je choisis, je vous donne un simple exemple. En attendant que vos questions ne m'amènent à aller dans plus de détails. Lorsque, par exemple, et c'est au hasard, on passe de 10% à 15% de parrainage, et que on pose la barre, l'obstacle de 15% de parrainage, à un moment précis où il n'y a plus de compétition pour tester la capacité ou l'incapacité de X ou Y parti politique pour pouvoir franchir ou ne pas franchir ces 15%, et qu'on fixe ça devant, alors que ce n'était pas prévu avant, vous voyez que nous sommes dans un cas de supercherie, de duperie. Parce que si on posait les 15% de barrière, et qu'en posant par exemple les 15% de barrière, il y avait devant une compétition pour pouvoir tester ceux qui peuvent franchir, ceux qui ne peuvent pas franchir, on pouvait comprendre qu'il y a peut-être une bonne volonté derrière. Mais parce qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de preuves pour vérifier qui est apte pour les 15%, qui n'est pas apte pour les 15%, mais qu'on a fixé ça pour pouvoir aller prendre part au dialogue, à l'échéance politique de 2026, vous voyez que nous sommes dans un cas qu'on appelle de l'escroquerie politique.
D'autant plus qu'à l'étape actuelle, si nous prenons les populations à témoin et que nous disons que chaque élection est une photographie du sentiment populaire à un moment donné, alors il n'y a plus cette photographie. Mais que vaut l'UP aujourd'hui en termes de confiance populaire? Que vaut BR aujourd'hui en termes de confiance populaire? Et que vaut les démocrates en termes de confiance populaire? Que vaut Patrice Talon en termes de confiance populaire? Est-ce qu'il me vaut en termes de confiance populaire aujourd'hui? Non. Et personne ne peut dire que ce qu'il valait hier est valable aujourd'hui. Parce que l'électorat est fluctuant, le suffrage est fluctuant, dans la mesure où la politique est une affaire d'opinion. Et que l'opinion change en fonction des intérêts, de la confiance ou de la méfiance qu'on a. Nous venons de vivre un cas à l'étranger, où un président qui se croyait tout puissant, un premier ministre qui croyait déjà qu'il avait la clé du palais en main, du fait de la popularité entre griffes du président, a vu qu'il ne valait rien du tout. Donc à partir de là, en fixant 15% à un moment précis où on ne donne plus aucune occasion à qui que ce soit d'aller tester devant le peuple, nous sommes dans du dol, dans du vol, dans de la tricherie. Voilà un cas. Il y a une multitude de cas qui montrent que 2026, il n'est pas possible de faire une alternance politique et par voie électorale en 2026. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est le parrainage. Vous vous souvenez, madame? Et j'avais dit que le jeu autour du parrainage a été provoqué par un événement que je vais vous rappeler ici aujourd'hui. Et sur le parrainage, je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a été invitée pour activer un mécanisme de faux arbitrage. Et ce mécanisme a été provoqué par la requête Gbagbo, que je m'amusais à parler, à faire une allégorie que c'était une requête. C'était une requête. Donc, que disait la requête Gbagbo? La requête Gbagbo parlait exactement de l'illégalité possible entre le fait que la rupture de l'égalité entre le fait que des maires nouvellement élus, certains peuvent parrainer et d'autres ne peuvent pas parrainer. C'était la requête Gbagbo. Mais la requête Gbagbo était un prétexte pour amener la Cour à provoquer une décision du type Djogbenou, c'est-à-dire du type certificat de mise en conformité. Et là, j'ai alerté en décembre, le 17 décembre. Et j'ai expliqué que cette affaire a commencé le 20 novembre, en novembre avec Gbagbo. Mais en réalité, tout le processus a commencé en octobre, d'après mes renseignements. A commencé en octobre. Et pourquoi en octobre? C'est une des conséquences de ce que nous appelons politiquement l'effet Omeki. Et qu'est-ce que l'effet Omeki? L'effet Omeki est le syndrome de l'échec même des réformes politiques de Patrice Talon. Parce que c'était des réformes qui poussaient l'homme politique à l'omerta, à la chosification. L'homme politique n'est plus un homme politique qui a la responsabilité de décider pour le bien des communautés, mais il a seulement l'opportunité de décider pour les intérêts privés d'un clan politique. Et c'est ça l'effet Omeki. L'effet Omeki, c'est un effet qui dit « j'en ai marre, je clore à mon niveau le débat sur le Dauphinat ». Donc, Omeki provoque une délibération sur le Dauphinat, le problème du Dauphinat au sein du clan Talon. Or, le clan Talon est miné aujourd'hui par l'impossibilité de régler de manière démocratique, consensuelle, la question du Dauphinat en son propre sein. Et c'est cette imposition de l'Omerta que Omeki a rompu. C'est ça qui a montré, qui a créé ce que vous observez, ce que vous avez observé sur le parrainage. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que à la veille de 2021,
c'est le parrainage qui avait créé le gros problème avec des personnalités. Vous comprenez que je suis en direct, je ne peux pas aller dans certains détails, parce que le direct est très difficile à tenir. Si on n'en a pas l'habitude, on ne peut pas tenir. Vous vous souvenez qu'il y avait eu l'affaire Soui, dans laquelle il y a eu des personnalités, l'affaire dans laquelle il y avait des députés comme les Gbadamassi, les Sado et consorts. Vous vous souvenez qu'un temps, il y a un député qui a parlé de combien peut coûter le parrainage. Je parle de l'affaire Sossou. Vous comprenez un peu tout ça. Le parrainage n'avait pas été tellement encadré, enfermé, mis sous tutelle. Et ça a créé des problèmes. Et ces problèmes ont failli faire voler en éclats tout le système de la rupture. Il a fallu sortir le gros bras pour trouver des prétextes capables d'aller enfermer ci ou ça, qui ont été des imprudents politiques, ceux qui ont fait preuve d'imprudence politique, qui n'ont pas voulu respecter les règles et le respect des principes en matière politique. Le système en a profité pour leur poser des pots de bananes et ils se sont retrouvés là où vous savez. Donc ce parrainage-là revient. Et avec l'effet Omeki, le parrainage allait être hors contrôle du système Talon. Or, sans ce parrainage mis sous contrôle, le système Talon est fragilisé. Parce que la profession de foi de Patrice Talon, qui consiste à dire qu'il faut compétir sans concurrent, ne pourrait plus être valable. Vous vous souvenez que à la veille au cours d'une émission intitulée « Et moi président », Patrice Talon avait sorti une vision de la concurrence politique qui consistait à dire si vous n'avez pas de concurrent, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Et comment compétir sans concurrent? Pour compétir sans concurrent, il faut mettre des obstacles qui empêchent, qui disqualifient, qui discriminent. Et qui vous rend seul à compétir avec vous-même ou à vous permettre de désigner vos adversaires. Alors, lorsque on est aujourd'hui et qu'on est dans ce contexte actuel avant le 5 mars, qui est que 3 formations ou 4 formations possibles sont dans la fourchette possible de pouvoir parrainer. Or, le système Talon ne veut pas de concurrents. Le vrai problème était de soustraire le parrainage à la liberté des parrains potentiels et de confier ce parrainage, de mettre ça sous la tutelle des partis politiques, sinon des chefs de parti. Vous vous souvenez, c'est ce que j'avais dit le 17. Ça vous avait paru, vous avez dit, mais j'ai dit, attendez, vous allez voir. Ça peut passer par une révision, ça peut passer par l'effet Tchogbenou. Et au final, à la fin maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement que c'est le parrainage qui a été ciblé. Et ce parrainage qui a été ciblé comment? Cette fois-ci, les parrains ne peuvent plus parrainer. Les parrains ne pourront parrainer qu'à partir de leur parti politique. Voilà. Et lorsqu'on met cet obstacle de parrainage, mais c'est foutu. C'est foutu. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction liminaire était quoi? C'était que si on pose à 15% seulement, on est dans un cas de tricherie parce qu'il n'y a plus d'événements pour mesurer qui est capable de 15% et au-delà. Or, on fixe les 15% sur la force antérieure des uns et des autres, pas la force actuelle. Or, au moment où on créait la force actuelle, on n'avait pas dit que c'est 15%. On change la règle du jeu pendant le jeu au profit de celui qui change la règle du jeu. C'est ça l'obstacle. Et tout ce qu'on vous dit, que tel aussi, tel n'aura pas, c'est faux. Les seules personnes qui peuvent avoir ça, c'est le clan Patrice Talon. Il faut le dire, c'est de la vérité. C'est de la vérité. Donc, le 15% est une discrimination. Ce n'est même pas encore l'exclusion. C'est une discrimination. C'est celui qui est seul capable de prendre les 15%, c'est à lui qu'on a fixé. Et puis, on a berné, par exemple, les démocrates, avec Yahi Boni en tête. On les a bernés comme on berne les petits garçons, les petits bébés. Et c'est là que je ne comprends pas, je n'accepte pas. On ne peut pas faire ce qu'ils ont fait.
Je vais vous démontrer pourquoi on les a bernés. Vous vous souvenez que Patrice Talon, au cours d'une séance au palais, il avait reçu le Parti démocrate, conduit par Yahi Boni en personne. Donc ce n'est pas que Yahi Boni était à la maison et ses sous-fifs sont allés et sont venus le rendre compte. Yahi est assis. Et Patrice Talon disait à Yahi Boni, écoutez, j'ai appris que vous voulez prendre des initiatives au Parlement pour modifier le code électoral. Je vous demande, je vous dis de ne pas le faire. J'ai appris que vous voulez diminuer, vous voulez enlever, réduire tel pourcentage et autres là. Et Patrice Talon est allé jusqu'à dire ceci. Mais si vous ramenez ça à 5%, vous voulez ramener à 5%, à 1% ou à 5%, mais je vous dis, votre parti, les démocrates, sera cassé. Vous aurez démocrate 1, démocrate 2, démocrate 3. Parce que si vous le faisiez, vous donnez la possibilité à des gens, une fois qu'ils ne seront pas positionnés, de pouvoir aller ailleurs. Non. Si vous faites les choses qui vont fragiliser, qui vont mettre en cause le régime, la réforme actuelle, qui vont fragiliser les partis politiques, je ne vous soutiendrai pas. Mais si vous faites des choses qui vont renforcer les partis politiques, de manière à ce qu'il y ait des gros partis politiques, au besoin même absorber les autres partis, mais moi je vais vous soutenir. Le Patrice Talon va plus loin ici. Et nous pourrons dire que c'est l'héritage que nous avons laissé. Je regardais le visage de Yahi Boni qui buvait, et je voyais un peu de gêne d'autres personnes que je ne veux pas dire, qui voyaient aussi leur destin, leur ambition politique complètement risquée. Je regardais, je voulais voir. Mais je ne voulais pas croire que Yahi Boni et les démocrates peuvent tomber dans ce piège. Mais lorsque j'ai vu plus tard, Nouré Nouakchadé introduit hors délai, hors procédure parlementaire et hors délai, et frauduleusement, je le dis. J'ai été député pour 5 mandats, j'ai été membre de la conférence des présidents, j'ai été président de groupe parlementaire, et je sais de quoi je parle. C'est hors procédure, la proposition de révision, de modification du code électoral de Nouré Nouakchadé est hors procédure, hors délai et frauduleuse. Donc, personne ne peut, d'abord, politiquement, c'est une stratégie extrêmement bête. On n'utilise pas, on ne marche pas sur les traces, sur les pistes ouvertes par l'adversaire. L'adversaire ne peut pas ouvrir des pistes, vous allez marcher dedans. C'est le b.a.-ba de stratégie. Mais lorsqu'ils ont fait ça, j'ai mis ça en lecture avec ce que Talon avait recommandé. Et j'ai compris qu'il y a un accord secret qui permettrait à Yahi Boni et le parti Les Démocrates d'avoir le monopole de l'opposition, tout comme Patrice Talon a le monopole de la mouvance. Et ils ont été attirés dans le trou par cette offre alléchante, en oubliant que dans aucun pays du monde et dans aucun traité ou mécanisme règle de la nature, le prédateur ne peut conseiller utilement pour la proie, la stratégie assure pas la proie. Alors, j'ai publié une déclaration. Le président Soglo a lu la déclaration. Une fois qu'il a lu cette déclaration, il m'a appelé. Il m'a dit, Monsieur Azanaï, et je voudrais vous offrir une bouteille de champagne. Et j'ai dit, bon, je ne bois pas, je ne bois plus. Je buvais quand j'étais jeune, mais je ne bois plus. Je n'ai plus de ces délices, c'est fini. Et il m'a félicité et il m'a dit, il faut élever cette déclaration au rang de manifeste de la résistance. Donc, de simple déclaration, Nicéphore Soglo demande d'élever ça au statut de manifeste. Qu'est-ce qui était dedans? Il était dedans ceci. Je me rappelle. Il n'est pas bon de commander au dictateur l'autorisation pour aller aux élections contre lui. Il n'est pas bon de ne réagir qu'au segment de lutte ouvert par le dictateur. Et il n'est pas bon de croire qu'il faut candidater contre un dictateur efficacement avec les lois du dictateur, les structures du dictateur. Et plus loin, j'ai écrit dedans. Est-ce que tous les dégâts provoqués par Patrice Talon
Est-ce qu'on a déjà réglé ça? Les lois liberticides, les assassinats, les tueries, les exilés, tout ce qui est fait. Est-ce que nous avons réglé ça? Où est-ce que nous avons réglé ça pour que vous prétendiez aller aux élections avec lui? Et j'ai dit dedans, ceux qui, dans de telles conditions, décident d'aller aux élections avec un dictateur sont des gens de 3 catégories. Soit c'est des naïfs qui ne comprennent rien à la politique. On peut concevoir qu'on est naïf, qu'on ne connaît pas. On peut pécher par ignorance. On peut fauter par ignorance. Ça se comprend, ça se corrige. Il y a ces cas-là. Mais les 2 autres cas, soit c'est des complices, soit c'est des gens perfides, mafieux, plus cruels que le dictateur. J'ai dit que ces 3 types d'individus, quel est leur sort? Leur sort, c'est soit la prison, soit l'exil, soit le cimetière, ou soit la résignation, l'abdication. Est-ce que ça a raté? Je suis allé jusqu'à dire, lorsque quelqu'un dit qu'il veut combattre un dictateur avec les lois du dictateur dans de telles conditions, la personne devient une personne dangereuse, un traître. D'autres m'ont retoqué. Nous étions en 2020 pour dire que oui, ils peuvent acheter le parrainage. Vous avez entendu ça? On peut acheter le parrainage. J'ai dit c'est des mafieux. Comment acheter le parrainage auprès des gens du dictateur pour aller aux élections contre le dictateur? Vous ne gagnerez pas. Et tous ceux qui vont vous vendre ce parrainage, ils seront bousillés. La politique, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu de la maternelle. J'ai dit à ces messieurs, vous ne pouvez pas. J'étais tellement déçu, découragé, à la limite de l'énervement, lorsque j'ai vu toutes ces personnes dire qu'ils vont être candidats en duo, qui cherchent le parrainage, qui achètent le parrainage, qui négocient le parrainage. Alors que toutes ces personnes, dans le cadre de la résistance, on disait non. Et chaque fois qu'ils faisaient ces cacheteries, il se trouvait des gens qui les supportent pour dire non, c'est Azanaï qui est le plan B, c'est Azanaï qui est le bad boy, c'est Azanaï qui ne veut pas. Mais non, moi je suis l'ancien. Je suis ancien en politique. Je suis ancien en stratégie, en capacité de descendre, de déstabiliser un pouvoir public et de lui prendre le pouvoir. J'ai des étoffes, j'ai des étoiles, j'ai des faits d'armes. Soglo peut en témoigner. Yahi peut en témoigner. Patrice Talon, lui, même s'il ne fait pas le témoignage, le peuple est au courant. Je dis, on ne fait pas. Mon cher ami français, où est-ce qu'ils sont? Où est Ivo? Parce que c'est l'heure de vérité. Je compatis à ce qui leur arrive. Je suis en train de faire le combat le plus pur pour qu'ils sortent. Mais posons-nous la question. Où est Ivo, avec son Dieu? Où est Rekia Madougou? Avec les parrainages à acheter auprès ou à troquer auprès de Souvier Koso. Elle est où? Posons-nous la question. Disons la vérité. Nous allons les sauver. Nous allons faire le combat qu'ils sortent. Mais disons la vérité pour que les jeunes ne reprennent pas des bêtises de ce genre. Un dictateur. Face à un dictateur, c'est le peuple. J'ai dit à tous ces messieurs, on ne combat pas un dictateur de face. Il vous brise les côtes. Il vous éreinte. Nous venons de voir un cas. Par miracle, des gens sont sortis au Sénégal. Mais après quelle tribulation? Ça ne se fait pas. Il est enseigné dans toutes les écoles de stratégie. Qui court les livres de stratégie? Lorsqu'on a un dictateur, c'est le peuple comprend qu'on intercale entre le dictateur et soi. Et la stratégie pour interposer le peuple entre soi et le dictateur existe. Ce n'est pas à moi de leur enseigner ça. Personne n'aime. Georges Guédou disait, la politique n'est pas un club de rééducation d'adultes lorsqu'on est au sommet de l'État. C'est de l'immédiatement consommable. C'est ça la question de fond. Qui peut aller aux élections dans ces conditions? Moi, j'ai répondu à la question en 2020. Certains sont allés jusqu'à me dire, oui, c'est parce qu'il n'a pas l'argent et que c'est avec l'argent qu'on prend le pouvoir. Le jeune président sénégalais,
Il a 3 millions ou plus dans son compte. Il est endetté sur d'autres millions. Il est président. La plupart des grands présidents, meneurs de foule, meneurs d'hommes, qui sont arrivés à la victoire, ils n'ont rien. Parce que généralement, ceux qui amassent de l'argent, qui pensent que la politique est argent, ils ne progressent pas. Gbagbo n'avait rien. Fidel Castro n'avait rien. Je connais son histoire. À peine il était en licence. Et plus loin, Lénine, il était en 2e année, en 1800 et quelques. Quand il a fui de la Russie pour aller en Finlande, en sortant de la prison, il n'avait rien. Combien avait Nelson Mandela quand il faisait la lutte? Non. C'est la capacité, votre capacité de pouvoir vous mettre dans les valeurs et les principes et de vivre la sincérité de ce que vous défendez. Alors, nos amis qu'on a retrouvés dans les prisons en exil, est-ce qu'ils ont vécu la sincérité de ce qu'ils professent? Non. Parce qu'ils auraient vécu la sincérité que personne parmi eux ne serait candidat. Dès lors que la Cour internationale africaine des droits de l'homme et du peuple a dit, en tant que juridiction supranationale, ces réformes ne sont rien, cette révision de la Constitution ne vaut rien, et toute élection organisée sur elle vaut 0 et nul. C'est fini. Il faut croire au peuple et aux valeurs. Vous avez l'exemple avec Sonko listé. Je ne sais pas ce qu'ils feront demain. Mais voilà des gens qui ont cru au peuple, en le peuple et en leurs valeurs jusqu'au bout. Élection 2026, c'est du zéro. Quiconque va à cette élection sera battu à plate couture par la supercherie démocratique. Parce que tout est là. Lorsque vous voyez Sosa Dorothée, lorsque vous le voyez, dit que le code est conforme à la Constitution en tous ses points. Il était rapporteur, il était président. Affaire close. Et tout le monde dit, nous sommes légalistes, ce n'est pas bon, mais nous irons. Moi, je ne suis pas légaliste à ce point. Je suis constitutionnaliste. Je ne suis pas légaliste des lois tordues. C'est des lois de fait, c'est des situations de fait. Et il faut recourir au génie du peuple pour inverser ce rapport, pour inverser cet ordre. Il n'est pas possible de dire qu'on va aux élections dans ces conditions. Même au niveau de l'UP et du BR, je l'ai démontré quand j'étais avec les femmes il y a quelques jours, le 21. Prenez le BR, ils ne peuvent rien faire. Ceux qui disent primaire, c'est truqué d'avance. Prenez l'UP, l'UP aussi ne peut rien. J'ai dit, il y a le 21, j'ai dit le silence, votre silence ne vous sera d'aucune utilité. Vous qui vivez ces choses, qui gardez le silence, ça ne vous sera d'aucune utilité, d'aucun secours. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut quitter. C'est maintenant. Et aujourd'hui, je célèbre, je remets, j'invite la capacité de démissionner, la beauté, et la vertu, la puissance qu'a une démission. C'est aujourd'hui qu'il doit y avoir des démissions collectives de ces formations. Que faire? Écoutez, le que faire, je sais le que faire. Mais le que faire ici étant très stratégique, il me sera difficile de dire exactement, détail pour détail, ce qu'il faut faire. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est de quitter d'abord. Il faut que les gens quittent massivement l'UP, les gens quittent massivement le BR, les gens quittent massivement les démocrates. Parce que le cas des démocrates, les gens doivent savoir que Yahi les mène dans un gouffre. Vous voyez, quand Yahi a fini, quand les démocrates ils ont fini, quand ils ont joué à tout le jeu, et quand les autres leur ont montré ce qu'est la politique, ils disent maintenant, les rois n'ont qu'à venir au secours. Quand ils voulaient faire la modification de Nourine, ils ont vu les rois. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents que les autres partis les rejoignent? Moi j'ai vu ces messieurs, quand j'ai vu Rumpé avec FCBE aller s'asseoir à leur côté, j'ai beaucoup rire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir comme ça. Ils doivent expliquer au peuple pourquoi ils sont obligés de s'asseoir comme ça. Lorsqu'on s'est comporté comme ils se sont comportés, il faut 3 choses. Le règlement moral, le solde social
et l'entente politique. Et toutes ces trois choses-là doivent faire l'objet de documents présentés aux populations. Les populations ne sont pas des gens qu'on va emballer, déballer au gré des intérêts. Si par exemple, lorsqu'on a fait le code, si on avait mis ça au 5%, les démocrates n'avaient pas réagi. Puisqu'ils avaient demandé 5%. Et alors, les autres partis, tous les autres partis, lorsque la Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, autrement dit, tout parti politique doit concourir à l'expression du suffrage. Aucune disposition ne peut les exclure, ni les discriminer, ni les disqualifier. La loi peut être falsifiée, votée de toutes les manières. Cette loi s'arrangera pour qu'aucun parti politique ne soit exclu de la compétition du suffrage. Puisque c'est ça, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Point. Avant de dire, la loi fixe les conditions. Donc la loi doit fixer les conditions sans les exclure, sans les discriminer, sans les disqualifier. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous savez, tous les peuples sont les mêmes. Je suis tellement contre les gens qui disent que le peuple sénégalais, le peuple français, le peuple chinois, tous les peuples sont les mêmes. Je vais en Chine pour vous dire. Qu'est-ce qui a fait échouer l'attaque de la place de Tiananmen? Qu'est-ce qui a fait échouer ça? Et qu'est-ce qui a fait qu'en Serbie, le soulèvement populaire serbe a triomphé de Milosevic et consorts? C'est le type, c'est l'organisation. Je ne veux pas aller très loin dans l'histoire pour aller vers Henri David Thoreau. Je ne veux pas aller vers l'autre que je suis en train d'oublier le nom. Mais il y a tellement d'auteurs qui ont parlé de comment organiser une résistance pacifique, même lorsqu'on est scellé sans aucun moyen. C'est l'organisation. La plaine Tiananmen, il n'y avait pas une organisation derrière. Lorsque le pouvoir chinois l'a maté, c'est fini. Vous avez entendu encore de soulèvement? C'est fini. C'est fini. Oh, avec les Serbes, est-ce qu'ils n'ont pas gagné? C'est la technique. C'est la manière de faire. Et quand vous voyez ceux qui sont aujourd'hui au Bénin, qui font face à Patrice Talon, ils ont un faible, comme vous venez de dire, ce n'est pas le peuple. C'est des hommes politiques qui sont receleurs de traite politique, de prébende politique. Ce n'est pas le peuple. C'est les hommes politiques. Vous savez ce qu'on a dit de moi? Quand j'ai démissionné, c'était de dire, il ne sera plus jamais riche. Moi, je vais trouver cette place-là et je vais laisser. Les gens m'ont dit ça. Certains même disent, ils ne croient pas. Parce que, mais comment on peut arriver à ce niveau-là et dire au nom des principes, on laisse? Mais je regarde comment les Sonko, les Bassirou et autres là, ont accepté tout et sont arrivés à ce résultat. J'ai même eu des jeunes avec moi que je formais, mais qui, devant le côté alléchant de l'argent, de tout ça, sont partis. C'est des gâchis. C'est des gâchis. C'est l'organisation. L'organisation du peuple se fait avec un seul discours. Lorsque le discours devient pluriel, le peuple se perd. C'est dans notre maison. Demandez à madame, demandez aux dames qui sont ici. Quand papa dit A, maman dit B, les enfants deviennent délinquants. Il n'y a rien à faire. Ces enfants vont devenir délinquants. Quand papa dit, premièrement, A, maman, avec toute sa puissance, doit baisser la garde devant l'enfant. Et dit A, petit va faire A. Le petit va faire A. Quand elle sera en chambre, dans la chambre avec papa, il va dire, mais papa, c'était pas bon. Mais comment on va rattraper? Et ensemble, on envoie quelqu'un d'autre aller rattraper. C'est ça. Mais si jamais, au moment où papa disait A, maman disait B, c'est foutu. C'est la même chose pour le peuple. Lorsque moi, en tant que leader, je disais voilà ce qu'il va faire, qu'est-ce que disait Yahi Boni? Quand moi je disais voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que disait Aïvo? Quand je disais voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que disait Ricky Amadougou? Qu'est-ce que disait Koudé? Qu'est-ce que disait chacun? Et ça, le peuple, dont chaque composante se retrouvait derrière chaque leader, est perdu. Ce peuple ne sait plus ce qu'il va faire. Ce peuple attend.
Il ne faut jamais dire que c'est ce peuple qui est le mal. Le mal, c'est nous, les leaders. Nous devons arriver à nous entendre. La preuve, Oudé Valentin était questeur. Toutes les réformes de Patrice Talon à l'Assemblée nationale, il a voté tout. Il a voté tout. Ce Oudé-là, c'est lui qui est devenu le président du Front pour la restauration de la démocratie. Et chose curieuse, le parti Les Démocrates, qui était contre, se met dans ce front. Joël Aïvo, qui combattait, se met dans ce front. Dirigé par quelqu'un qui a voté toutes les réformes de Patrice Talon. Vous condamnez quel peuple? Ce n'est pas le peuple. Et les leaders comme moi, nous qui avons dit, mais ce n'est pas possible, faites une clarification. Oudé doit faire une déclaration de démarcation officielle pour pouvoir situer le peuple. On dit non, 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 non. Il dit ça parce qu'il est plan B de Talon. Des bêtises de ce genre. Ça amène où? Oudé est où maintenant? Il est où? Pendant qu'il est là, les autres sont où? Et je vais suivre ça là. Moi? Non. C'est pour ça qu'on me peint en noir en tout. Non. Nous sommes restés constants, obstinés, permanents, parce que nous savons que tôt ou tard, tout le monde découvrira où on va. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Regardez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire marrer. Non, qui va faire mal. Regardez la position de Moundete. Regardez sa position dans ce système. Et lisez les déclarations, les comportements par rapport à comment les démocrates voulaient être positionnés, c'est-à-dire voulaient être candidats au sein du Front. Et quand le Front n'a pas choisi le candidat des démocrates et a préféré Aïvo et Moïse Kérékou, les démocrates ont quitté le Front pour aller où? Pour aller être candidats. Mais lorsque les démocrates sont candidats, est-ce qu'ils ont choisi Moundete? Non. Ils ont choisi Rekia et Divo. Vous voyez ce Moundete là? Vous voyez son discours aujourd'hui? Son discours. Croyez-vous que si Aïvo et Rokia Madougou étaient amnistiés et libres, vous croyez que beaucoup seront heureux dans les démocrates par rapport à leur ambition, à leur avenir politique, par rapport à 2026? Ne voyez-vous pas avec quel empressement ces personnes disent non, 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 le code est comme ça, mais nous irons aux élections 2026, nous allons gagner, et on va libérer Aïvo, on va libérer Rokia. Mon œil, ils ne gagneront rien. Vous savez, le cynisme et la froideur avec lesquels les gens s'amusent avec le sort des exilés, la condition carcérale des détenus, les victimes, comment on spécule, on vend ça comme de la matière politique de spéculation, c'est triste. Il faut que les gens sortent de ce schéma. Les gens doivent sortir de ce schéma. Moi, mon discours sera un discours franc, direct. Ce n'est pas un discours vindicatif. Je ne suis contre personne. Parce que, regardez, vous voulez aller à une compétition électorale en 2026. Et ce qui vous intéresse, c'est de prendre les lois et de dire pourcentage de tel peut avoir. Mettons ça comme ça. Lui, il quitte là. Bon, quand lui, il a quitté là, pourcentage de tel, il peut avoir comme ça. Avançons à 20% dans les circonscriptions. Et pourcentage de tel, lui, il ne peut pas. Mettons 3/5. Et on attend. Là, ils attendent. C'est pas fini. Ils attendent. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas encore fait. Ils n'ont encore rien fait. Parce qu'il y a un dossier qui est dans les mains de Vlavonou. Et que Vlavonou annonce. Et que les gens font semblant comme si... Quoi? Complète du système. La refonte complète du système. C'est là. Ça veut dire que les fondamentaux de la République vont changer. Dixit Vlavonou.
C'est Vlavonu qui dit, c'est pas moi qui parle. Les fondamentaux de la République, des institutions et le visage de la République va changer. Ça veut dire que nous ne serons plus dans ce système politique. Nous passerons d'un système actuel à un autre système. Mais par quelle personne? Des gens qui n'ont aucune légitimité, qui ne viennent d'aucune source légitime. Puisque tous ceux qui parlent, avant Blanc y compris, ils tirent leur légitimité de l'exclusion de 2019. Aucun d'eux n'a une légitimité. Et des gens illégitimes disent qu'ils font des lois et des règles pour les autres, c'est du faux. Il faut aller casser leur légitimité. Et c'est ça que les démocrates ne comprennent pas. En pensant que eux, démocrates, seuls, ils seront sauvés. Si les démocrates sont sauvés, tout le reste est sauvé. J'ai dit dans une publication, tout ce qui n'exclut pas les démocrates est inclusif. C'est une bêtise, c'est un piège. Parce que les démocrates oublient quelque chose. Soit nous nous sauvons tous, soit nous coulons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre et l'autre va mourir. C'est ce que le groupe ne comprend pas depuis le début. Depuis le début. Au moment où je disais, le 9 février 2019, tuons nos logos, tuons nos égos. J'ai dit, face à ce système, la seule issue pour nous, c'est de tuer nos logos, tuer nos égos. Nous devons les tuer. Et c'est d'actualité. C'est d'actualité. Regardez comment des gens secrètement ont négocié jusqu'à négocier FCBE. On leur a lâché FCBE, sachant pertinemment que ce n'est pas croquable. Excusez-moi un petit peu de choses là. On l'a empoisonné, ça on leur a donné. Mais ils feront quoi avec? Ils feront quoi avec des gens qui ont goûté déjà à la candidature marionnettiste, les candidats Humpé, les candidats Kowe, les candidats qui là? C'est qui encore? Les candidats à Kossa, les candidats qui encore? Djemba. C'est ça les candidatures crédibles. En démocratie, candidature crédible. Vous n'avez pas vu comment Talon il s'est amusé de ça et puis on dit il est élu avec 60 et quelques %. Malgré ça, là, il n'a pas eu 90% ou 100%. Malgré ça, 60 et quelques. Non, mon cher ami, il n'y a rien là. Aucune perspective. La seule perspective, c'est ce que je suis en train de leur dire. C'est le peuple. C'est le peuple qui a la solution. Partout, c'est le peuple. C'est le peuple. Pourquoi? Parce que la démocratie repose sur 3 choses, comme je l'ai démontré la dernière fois. Contrairement à ce qu'on dit, les Grecs ont réglé cette question de la démocratie. Quand on parle de démocratie, non. Les Grecs, quand ils ont posé la démocratie, ils l'ont critiquée, ils l'ont agencée, ils l'ont améliorée à leur niveau. On ne peut pas faire de démocratie sans consensus. Prenez la Cour constitutionnelle. D'abord, sa composition est viciée. Sa composition est viciée. Comment une cour comprend en son sein, il y a un homme d'affaires qui gère le coton avec le chose là, et il est dans la cour, il a quelle liberté? On découvre, on dit les choses là. Des désordres comme ça. D'autres qui ont eu d'autres aventures avec ci, ça, d'autres qui ont fait ci. Et c'est ça qui va dire quelle constitution? Quelle constitution? Et tout le monde est là, on dit, quel peuple? Notre peuple? Écoutez, monsieur Amassé, j'ai eu la chance à Lyon de visiter, sur près de 2-3 ans, les archives coloniales. Ce qui a été dit sur le Dahomey, compris ici, de l'océan jusqu'au Niger, jusqu'à Dosso. Le Dahomey d'avant, c'était jusque là-bas. Vous allez voir, le colon même a dit, c'est un peuple de rebelles. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Sénégalais sont... Non, nous sommes en avance sur les Sénégalais. Nous sommes très en avance. Les gens n'ont aucune formation de comment on prend le pouvoir, on déstabilise une puissance publique, on prend le pouvoir. Ils sont des jouisseurs, ils ont été des jouisseurs du pouvoir. Ils n'ont jamais fait le combat pour prendre le pouvoir. Vous savez, ce qui s'est passé les 1er 2 mai 2019, je ne sais pas si je vais le dire, ce n'est pas bon.
On ne conduit pas un peu par hasard. Je vous ai parlé de Tiananmen. C'est à peu près une réplique en miniature de Tiananmen. Le leader ne conduit pas le peuple à l'abattoir. Le bon berger ne conduit pas le troupeau vers les meutes du loup. Ça ne se fait pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez l'écrire. Moi, j'ai été piégé ce 1er 2 mai. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je vous disais ce qui s'est passé. Vous tomberez des nues. Je me suis retrouvé comme ça au domicile de Yahya Boni. Parce que j'ai fait des complexes, j'ai baissé ma garde sur des concessions morales rapides, j'ai baissé ma garde. Ma chance, c'est que j'ai été ministre de la Défense. Et que sur le terrain, immédiatement, avec mes réflexes de prudence, j'ai demandé à mes hommes de me vérifier les dispositifs. Et j'ai eu des informations. Nous étions tombés dans un traquenard. Et ceux qui ont fait ça, je connais, je ne veux pas dire leur nom. Si je dis aujourd'hui, quand vous allez quitter cette émission, c'est ça seul qui sera publié. On ne publiera plus le reste. Mais j'ai quitté là-bas en prenant le sens interdit. Et j'ai été obligé de faire venir 11 de mes hommes, les plus caïds de Cotonou. Les vrais caïds, les vrais hommes de Cotonou, les vrais garçons de Cotonou. C'est 11 qui sont venus m'encadrer pour que je sorte de là. Donc, les premiers 2 mai, les coups de poing ont marché dans ton pas. Mais écoutez, c'est ça qui va faire tomber le dictateur. Le 4 mai 2015, vous m'avez vu faire un seul coup de poing. Vous m'avez vu moi? Qu'est-ce que quelqu'un m'a même vu? Personne ne pouvait me voir. J'étais en lieu sûr. Je donnais des ordres. C'est un chef, ça. Mais, attendez quoi? Vous avez vu Yahya Boni fermer des poings? Vous avez vu Papa Soglo dedans? Vous avez vu personne, madame, vous avez... Mais on n'expose pas le leader, parce que le jour où le leader tombe, la lutte est finie. Comment on enlève la peur au peuple béninois? La peur, le peuple béninois n'a pas peur. C'est les dirigeants corrompus qui ont peur de ce qu'ils ont fait. Est-ce que moi j'ai peur? C'était beau jusqu'à dire, mais écoutez, Azanaï, mais pourquoi on ne l'arrête pas? Nous sommes en pleine lutte. Et ceux avec qui je suis dit, mais il faut qu'on l'arrête. Je peux combattre avec ces personnes. Monsieur Awansé, si je vous disais ce qui s'est passé pour que je me mette aux côtés de ces personnes pour la lutte, vous allez dire non. Appelez Mitokwe. C'est lui qui m'a supplié pour me dire que Madame Soglo Père son âme me demande pardon de venir faire le dernier combat, le combat ultime avec elle. Demandez à Mitokwe, il est vivant. J'ai refusé tout le monde, mais j'ai succombé, j'ai baissé ma garde morale. C'est ça qui me coûte des difficultés aujourd'hui. Notre peuple est un bon peuple qui est au top. Je teste toujours ce peuple. Vous allez voir ces derniers temps, je suis au volant moi-même. Je baisse la vitre, je suis au volant, je dépose mon petit-fils dans sa garderie, je circule, je descends, je teste des choses. Nous avons un très bon peuple, rebelle partout, les Sakwe, les Nago, les Woli. Nous avons un héros Woli qui a oublié, qui a été tué, sa tête déportée en Mauritanie. Aussi Toutou. Toutou, un puissant qui a fait la résistance de Sakété. Très puissant. Voilà là où il faut mettre des monuments pour ces personnes. Nous avons aussi les Sakwe, des résistants. Même Kaba, un grand résistant. Je ne veux pas gâcher la fête en disant Kaba est plus résistant que Biogera. Dites que moi j'ai dit ça. Kaba est plus résistant. Et c'est les archives coloniales. C'est les archives. Quand nous nous amusons avec n'importe quoi, le blanc qui connaît notre histoire, il se moque de nous. Nous avons un peuple magnifique. Donc le problème, ce n'est pas la peur du peuple. C'est la peur des dirigeants corrompus. Et de ceux qui... Regardez, des gens disent, Aïvo va sortir, Rukia va sortir. Et il passe de 0 francs par mois à près de 4 millions par mois en tant que député. Comment vous voulez que ces personnes ne gardent pas le même discours jusqu'à la fin? On dit à ces personnes, mais pourquoi il y a eu la loi 2019-22 du 19 octobre 2022? Loi que j'ai évoquée avec vous l'année passée à la même occasion. Loi de suspension de l'exécution des peines. Pas cette loi. Ta loi a réglé le problème d'arrivants et de choses là. Mais elle a mal réglé. Parce que la compromission a voulu qu'on règle comme ça. Puisque la compromission, c'est que
Si Aïva et Rukia sortent, eux qui sont dans les démocrates, ils ne valent plus. Ils n'ont plus aucun point électoral pour être candidats. Aïva libre. Et c'est ces personnes-là que vous voyez, je ne veux pas appeler qui seront candidats. Rukia libre, c'est ces personnes. Non, mon cher, le peuple n'a pas peur. Le peuple est debout. Et j'attends, madame. Regardez le score que le peuple assène aux dictateurs hors les unes. Regardez les scores. Le taux d'abstention. Le taux d'abstention. Cela montre que ce peuple est prêt. Il suffit de convertir ce taux d'abstention en gain politique. Et que tous les leaders parlent d'un seul discours, d'une seule voix. Il ne faut pas que le discours aille dans les sens. Vous allez voir, Talon va trembler. Et si des stratèges comme moi, vous savez, il y a quelque chose. Je connais tellement le système Talon. Je connais ses limites psychologiques. Je connais. Nous sommes devant les écrans, je vous dis. Ses limites psychologiques. Sa capacité de repli, sa durée, c'est-à-dire sa capacité de résistance dans un combat populaire, pur, démocratique. Sans chasseurs de Tchaoulou, sans abeilles. Pas d'autres conneries. On vous dit de faire combat, vous dites à les abeilles de Kélibo vont quitter Kélibo pour venir chasser des conneries comme ça. Des chasseurs qui rentrent à Kadjaoum, dans la rue de Yahi. Chasseurs. On met à Milette, on dit que c'est ça qui va faire chaud là. Et je dis non. On dit que, parce que j'ai dit non, je suis plan B. Et il y a des journalistes, je ne dis pas vous, qui répètent ça, qui disent ça. Moi, Kandi, ils me connaissent. Voilà. Oh. Vous savez, si moi, on veut me donner, je veux me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais demander à ces personnes, d'abord, de sortir de la tutelle politique de les démocrates. Il faut que le cordon doit être rompu et que ce soit clair, que les démocrates aient un discours de programme politique, que Aïva et Rukia, les aides, ne soient plus un fonds de commerce. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça soit de côté. Deuxièmement, qu'ils acceptent être libres d'argent, parce que qu'ils le veulent ou non, le jeu est gâté à l'étape là, à l'étape actuelle là. S'ils restent en prison, ils resteront en prison jusqu'à ce que le nouveau président soit élu. C'est ça, non? Et c'est le nouveau président qui va faire qu'ils vont sortir, non? Mais c'est 2 ans, c'est trop. S'il sortait, le nouveau président, s'il vient, il va aussi faire la même chose, non? Ou bien, il va annuler les condamnations, il va annuler tout ça. C'est politique. Pourquoi ils vont rester là? S'ils sortaient, ils peuvent demander à être libres. Ils seront utiles à la lutte et à eux-mêmes, à leur famille. Pourquoi ils vont rester là et des incapables vont toujours les prendre comme des fonds de commerce? Moi, c'est ce que je fais. Je leur fais un discours de vérité. Et il y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas. Je ne vais pas dire maintenant. C'est aussi des aides que j'apporte. Ils peuvent dire, ok, la loi 2019 là, moi je veux sortir. Et ils sortent. S'ils font la loi maintenant, le recours à la loi, et que Talon refuse, et que s'ils rompaient avec les autres, moi je peux savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous dites que les démocrates, c'est eux qui vous défendent. Et les démocrates, vous commercialisez bien. C'est leur compte de commerce. Qu'est-ce que moi j'irai faire dedans? Au moment où je vous disais de ne pas être candidat, les démocrates ont dit, soyez candidat. Au moment où je disais, si vous êtes candidat, vous irez en prison, au cimetière ou en exil. Les démocrates disent non, il faut être candidat. Vous êtes candidat, ils vous lâchent là, ils vont prendre de l'argent des députés, ils sont fonctionnaires politiques et autres là. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne peux faire, madame, que ce que je suis en train de faire. Je compatis. Je compatis et je fais ce que je peux faire. Et je ne peux pas dire publiquement, mais ce que je fais, je fais. Et mon discours est édulcoré. Parce que si je ne les aidais pas, c'est un autre discours que je vais faire. C'est un autre discours. Et je propose, l'année passée, mon cher monsieur Avancé, vous avez suivi mon discours le 27 mars 2023. C'est la même chose que je disais. C'est ça. Ce n'est pas Patrice Talon qui est fort. C'est qu'en face, il y a des pépettes. Ce n'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, le peuple est invincible. Si les gens faisaient ce que je suis en train de leur dire, en moins d'1 mois, l'affaire là est terminée.
Les élections sont dans 2 ans, tout est calme. Dans quel pays ils iront gagner quoi? Comme m'a écrit sur Facebook la dernière fois, il dit mais il faut rester dans le système et à l'intérieur torpiller le système. Je ne peux pas vous dire combien de gens sont contre Talon dans le camp de Talon. C'est près de 80% de ceux qui sont derrière Talon sont contre lui. Le minimum c'est 80%. Mais tous disent, ceux qui passent me voir disent, oui, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous sommes déjà dedans. On verra bien. C'est ça. Comment vous pensez qu'on peut soulever, on peut aller prendre des gourdins? Non. Le jour où le peuple... Il y a un auteur, j'ai oublié son nom. Il dit, quand le peuple est calme, on ne sait pas d'où passe le trouble pour entrer dedans. Et quand le peuple est dans le trouble, on ne sait pas d'où passe la paix pour entrer dedans. Le jour où le dictateur va tomber, il ne le sait même pas. Parce que les stratèges organisent, se cachent, dissimulent. Puisque les services de renseignement, la sécurité de l'État, dès qu'ils vont avoir une preuve, ils peuvent même fabriquer des preuves contre vous. Mais vous étiez dans ce pays quand on a parlé de terrorisme. Non? Les gens sont terroristes, les gens font blanchiment. Non? Donc, dans notre peuple, dans un peuple, la puissance publique appartient au président de la République. On dit qu'il a le monopole de la violence légitime. Mais, ce que les gens oublient, il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, qu'on appelle le peuple, qui est dépositaire de la souveraineté. Et ce peuple aussi a le monopole de la violence de manière supérieure. Je ne sais pas si l'adverbe existe, si je ne vais l'utiliser, supérieurement au président. Ça n'existe pas, je n'ai pas vérifié. Hein. Mais ça peut être un néologisme. Ça peut être un néologisme. La question des frontières, moi, ma doctrine est claire. Ma doctrine, elle est claire. Ceux qui nous ont formés à l'université, ceux qui nous ont donné des cours d'administration, les cours de commandement, on nous a toujours enseigné de ne jamais nous immiscer dans les affaires intérieures de notre pays. Et quand on faisait des cours de droit international, on nous a enseigné 2 principes qui sont restés toujours: la non-ingérence et la non-intervention. Tout peut se passer au Togo. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires du Togo. Je ne peux pas intervenir militairement au Togo. C'est sur ces 2 principes que sont basées les relations internationales. Donc c'était un scandale lorsque j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Bénin, appuyé par le président de la République, lorsque le 26 juillet dernier, il y a eu cet événement de coup d'État au Niger. Quand j'ai entendu des gens utiliser tous les moyens, je me suis dit, mais, ou bien Patrice Talon et son ministre se croient devant les populations du Bénin. C'est avec les Béninois qu'ils disent que tous les moyens, Benossi a dit dans ce pays, le chef de l'État a dit de tous les moyens, tous les moyens. Vous pouvez le dire pour nous. Mais vous avez utilisé tous les moyens contre le Niger. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans ma déclaration sur l'affaire du Niger, j'ai été clair. La non-ingérence et la non-intervention. À partir du moment où il y a un coup d'État là-bas, ça ne me regarde pas. Le type du Niger n'a pas fait un coup d'État pour le Bénin. Il a fait un coup d'État au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. Et le Niger a des gens tellement intelligents pour régler les problèmes du Niger. C'est tout. Vous parlez des frontières. C'est une affaire de géopolitique. Ce que moi j'ai observé, d'autres disent qu'ils vont envahir le Niger militairement pour régler un problème. Les autorités de Niamey, eux, ils ont dit non, si vous venez, nous allons aussi tirer. C'est grave. Et puis, madame, pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Le Togo est toujours dans la CEDEAO, non? Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Il y a une expression qui dit, si vous êtes adulte, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même.
C'est une expression vulgaire, mais je vous le dis. Je ne peux pas dire plus. Voilà ce que je peux dire. Parce que je suis conscient de trois choses que j'ai avancées déjà dans ma déclaration. Les raisons de l'histoire, la proximité historique entre ces messieurs, ces Nigériens et nous. Les raisons de l'histoire. Les incertitudes de la géopolitique, j'ai écrit ça. La géopolitique, ce n'est pas certain. Celui qui te dit je te soutiens le matin, à midi peut-être je ne te soutiens plus. C'est autre chose. Et puis, les perspectives économiques par rapport au statut et test fondateur de la CEDEAO. Écoutez, madame, est-ce que vous avez fouillé le traité de l'UEMOA? Est-ce que vous avez fixé les statuts et les traités fondateurs de la CEDEAO et les protocoles additionnels? La BCAO et l'UEMOA. Est-ce que les sanctions là qu'on a imposées à ces pays, surtout le Niger, où est-ce que ça existe dedans? Madame, ça n'existe nulle part. Écoutez, quelque chose qui est encore très grave et qu'il ne faut jamais que le Bénin reprenne. On dit les pays enclavés sans littoral. On ne peut pas faire embargo total contre ces pays. Mais on a fait embargo jusque sur l'électricité. Et le Bénin est dans ça. Vous croyez que c'est des choses qui s'oublient facilement? Et si nous, on était le Niger, et le Niger était nous, vous allez accepter ça facilement comme ça? Non. Aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution, par rapport à la CEDEAO, tout, qu'est-ce que vous regardez? Ne voyez-vous pas que c'est les mêmes CEDEAO qui commencent par dire, bon, venez les frères, on va parler, on enlève les sanctions, maintenant on va parler. Mais qui peut? Il y a le temps d'accommodation, de latence. Les choses ne peuvent pas se faire rapidement comme ça. Vous et moi, madame, nous allons prier, nous allons chercher qu'il y ait un dénouement pacifique dans l'intérêt de tout le monde. Vous et moi, nous n'allons pas mettre l'huile sur le feu. Mais vous et moi, nous devons savoir où ne pas immiscer nos petites bouches dans cette affaire. Donc, je pense que le peuple nigérien et le peuple béninois sont des peuples frères. Je pense que la contradiction est au niveau des dirigeants. Je pense que les dirigeants ne finiront pas s'entendre. Lorsque les dirigeants vont changer, ils ne finiront pas s'entendre. Si Talon quitte le pouvoir aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient, il va parler avec les autres. Ou si les autres quittent le pouvoir et quelqu'un d'autre vient, il pourra parler avec Talon. Lequel il faut souhaiter? Il faut souhaiter ce qui est dans l'intérêt de nos peuples. L'autre question sur Togouin. Mais écoutez, madame, ceux qui disent que Patrice Talon a travaillé, je l'ai dit le 21, ne comprennent rien de l'histoire. Prenez l'Argentine, j'ai donné. Prenez même le Ghana, j'ai donné. Et il y a la Côte d'Ivoire qui va vivre ça. Lorsqu'on dit, on enlève les populations d'un endroit, qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit? On dit, on reprend l'endroit, on donne ça aux étrangers qui vont moderniser et rester là. C'est tout. Ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole. Hein. On vous a dit qu'il y a du pétrole à Togouin? Madame, vous avez appris ça? Mais pourquoi on exproprie? On veut un cadre parasitiaque. Et par rapport à ça, on dit les autres qui... Non. Dans les pays qui se respectent, on peut faire la même chose en négociant avec la population. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous allons préconiser? C'est que les populations deviennent coopérateurs, partenaires dans tous les projets nouveaux. Et leurs terres, au lieu qu'on les renvoie de là, leurs terres sont transformées en actifs qui rentrent dans le capital de ce grand projet d'urbanisme et de modernisation. Les populations sont actionnaires par ça. Et à partir de là, en compensation, l'État les reloge à bas coût. Une partie en subvention, une partie en paiement à partir des ristournes, des dividendes qui vont tomber de l'autre. Et ça s'entend, on s'entend là-dessus. On ne peut pas m'enlever de là où je suis et amener un expatrié qui a de l'argent. Ça sonne faux. L'État protège le citoyen, l'État ne protège pas le citoyen, l'étranger contre les intérêts du citoyen. C'est ça, nous avons sorti au sein de notre parti le concept de la dépossession de la puissance publique que l'Argentine a vécu et continue de vivre, que le Ghana connaît, que le Congo connaît, que la Côte d'Ivoire va connaître, qui a commencé à Cotonou déjà, où petit à petit, les gens vont quitter Cotonou
Vous savez, moi j'ai la chance d'appuyer l'interrupteur et le courant va arriver. Mais madame, beaucoup ont l'interrupteur, mais il ne peut pas appuyer. Prenez vos factures. Par rapport il y a 4 ans, 5 ans, il y a même 3 mois. Vous n'avez pas vu la différentielle? Donc c'est un drame. C'est un drame. Moi je me souviens quand j'étais jeune, étudiant, et puis je revenais un jour, il y a une partie de mes parents, sous Kérékou, on a dit qu'on va raser. Et le projet était là, on doit raser. Quand je suis venu, bon, un peu meneur de jeunes premiers, tout ça, j'ai appris, on a fait une délégation, on est allé voir Kérékou, on a plaidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens, paix à son âme, le ministre Akobi, et puis Sourou Atim, ou quelque chose comme ça. Il y avait des gens, ils ont vu, et Kérékou, on a discuté avec lui, il dit de nous laisser ça. Parce qu'on lui a montré, il y a telle divinité à tel endroit, en telle année. En telle année, les colons ont pu passer à telle année. Il y a telle maison et telle relique, telle maison et telle... Il dit, ben il y a tout ça là. On lui a dit oui. Il dit, ah non, si c'est comme ça, laissez. Mais ceux-là, ceux qui sont venus là, ils ne prennent pas le temps de vous écouter. Quand eux, ils ont décidé, paf, ça doit se faire. Moi, j'ai dit aux gens de patienter. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de faire. Et quand on va venir, c'est de Porte-Novo. C'est-à-dire, dès qu'on fait le discours à Porte-Novo, là, dans la voiture, on va rester, on va signer. On sera en train de signer jusqu'à on va franchir le pont de Porte-Novo. On sera en train de signer, on va franchir le pont de Cotonou. Et quand on va garer en même temps, journal officiel. Ça sera publié le même, on va réquisitionner le journal officiel qui va publier ça le même jour. Et ça va s'exécuter. Donc, demandez à tout le monde, ceux qui souffrent là, de nous rejoindre. Même ceux qui on a renvoyés, les départs, les militaires, retraités, ils n'ont qu'à nous rejoindre, ils n'ont qu'à prendre mon adresse et venir. Chacun n'a qu'à poser son cas. Il y a des gens qui recensent déjà. Dès qu'on vient là, Porte-Novo, dès qu'on finit, dès qu'on fait le coup de canon, le nouveau président fait comme ça. Et on dit, je vous donne acte de votre serment. Nous, on le récupère dans la voiture. Ça est, ça là, signe ça là. Signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là. On va signer jusqu'à, on va finir le pont de Porte-Novo. Un pont de Cotonou, on va passer sur les 3 ponts quand même. Un pont de Porte-Novo, un pont de Cotonou. Et puis dès qu'on descend, on prend comme ça. On appelle le type du journal officiel. Il va imprimer. Et c'est fini. Les gens vont reprendre leur grade, les gens vont reprendre leur terre. Ça c'est clair. Ce régime, ce pouvoir, c'est des dangers pour les acquis de la conférence nationale, pour les citoyens. Ils sont dans la dépossession de l'État, sur fond de corruption et d'opacité. À rien. Ce n'est pas des actions comme ça. C'est de la diversion. Le jour où nous allons nous mettre à tout ce qu'on est en train de créer, le jour où nous allons mettre en place, moins de 30 jours, talon tombe. Je ne dis pas l'État tombe, parce qu'il faut une différence entre l'État et le pouvoir de talon. En quoi aller là-bas avec caméra et un soutien? En quoi c'est un soutien? C'est du folklore. C'est de l'émotif. Ce n'est pas du productif. Ils veulent voiler leur compromission. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est dans cette situation, et qu'on sait que c'est un dictateur qui est en face, avant toute discussion avec lui, on pose le préalable. Si les gens l'avaient posé comme préalable le règlement de la situation de ces personnes, on aurait réglé le problème depuis. Mais vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ces personnes, Yahi Boni et Soglo, sont allés plusieurs fois chez Talon. Et ils sont sortis pour dire, ils ont plaidé le cas. Yahi Boni a joué, allé même jusqu'à dire, vous avez suivi dans ce pays, qu'il a remis une liste. Vous avez vu ça dans ce pays?
Yaya Boni est sorti, il a dit, nous croyons à la bonne foi, à la bienveillance. Merci madame. À la bienveillance. C'est ça. Et ils vont aux élections sans ces personnes. Ils vont faire des lois sans ces personnes. Ils participent. Ils participent au vote d'une loi. Ils viennent dire que la procédure est clandestine. Alors qu'ils ont déposé une loi clandestine que les autres ont acceptée. Et après, comme ils ont honte, ils n'ont plus rien à faire. Ils prennent une caméra pour dire qu'ils vont en prison. Avec caméra. Vous êtes président de la République. Vous allez accepter qu'on aille avec caméra voir quelqu'un que vous avez condamné pour terrorisme, criminalité. Le jour où ils vont se battre pour dire que la condamnation au motif de terrorisme de Rukia n'est pas juste, c'est le jour-là je vais le voir. Et s'ils disaient, là où ils sont là, ils ne sont pas allés voir un prisonnier politique. Ils sont allés voir un homme politique en prison. C'est ça ce qui me pose à ces personnes. En discutant avec Talon, ils ne sont jamais arrivés à faire accepter, à faire imposer, à faire exiger de Talon que ces personnes sont des prisonniers politiques. Mais ils sont tombés d'accord que c'est des hommes politiques en prison. Ça n'a pas le même sens. Ce qui fait qu'il y a eu la loi qui dit on va les libérer à titre humanitaire et social. Social pour Rukia, humanitaire pour Rukia, social pour Aïko. C'est ça. Donc, c'est du folklore, ça ne rime à rien. Ils ne font aucun soutien. Ils aggravent même le sort de ces personnes. Les démocrates, c'est de l'errance, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ça me fait tellement mal que si je veux continuer, je vais déplaire à moi-même. Vous l'en parlez.